Il y avait en attendant le dernier conseil des ministres du gouvernement aujourd'hui. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron est dans l'impasse? On va se poser la question parce que la France n'a toujours pas de Premier ministre. Et du côté du nouveau Front populaire, eh bien on s'agace, on s'impatiente. On va écouter Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur TF1 ce matin. Tout le problème depuis le départ, c'est que on laisse à monsieur Macron le soin de gagner du temps. Donc là maintenant, ce que devrait faire le NFP, c'est faire pression sur lui pour lui dire il n'y a qu'une solution. Respecter l'article 8 de la Constitution. Et vous voyez bien qu'il ne veut pas nommer un gouvernement NFP. Et je vais même vous dire, il ne nommera pas un gouvernement un Premier ministre de gauche, quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que son objectif depuis qu'il est battu, depuis que sa politique a été battue, c'est de la perpétuer et de la maintenir. Voilà, c'est quand même lunaire ce qui se passe en ce moment. Les échéances qui ne cessent de reculer, maintenant c'est dans 2 jours, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, après Noël. Enfin voilà, c'est quand même n'importe quoi. On a la sensation qu'Emmanuel Macron navigue à vue, n'a jamais un coup d'avance. On pose en... Emmanuel Macron a pris une décision, on peut le répéter tous les jours pendant un an ou peut-être même plus, a pris une décision politiquement suicidaire lorsqu'il a fait cette dissolution. C'est inédit dans toute l'histoire de la Ve République. Un président qui fait une dissolution en sachant que cette décision met en danger sa majorité. C'était quand même ça. Deuxièmement, il faut juste dire une chose par contre pour réagir aux propos de monsieur Coquerel. Ce qu'il dit n'est pas exact. Avant la nomination de Michel Barnier, Emmanuel Macron envisageait sérieusement de nommer M. Cazeneuve, et ceux qui s'opposaient radicalement à la nomination de M. Cazeneuve, c'était essentiellement des gens de gauche, et c'était essentiellement des gens de la France insoumise. Ils font moins la fine bouche maintenant, mais ils mettent quand même toujours des conditions. Mais quelle a été l'attitude de la gauche depuis quelques mois ? C'est une attitude désolante. Ils n'ont pas gagné ces élections, au sens où ils n'ont pas de majorité capable de mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire. Ils refusent de reconnaître cette réalité en face. Ils ont dit par principe, avant même que Michel Barnier ne mette un demi-orteil à Matignon, ils ont dit par principe qu'il allait faire quelque chose une politique désastreuse et qu'ils allaient s'y opposer de toute leur force. Donc si vous voulez, à un moment, quand vous vous excluez du jeu politique, vous pouvez pas vous étonner de ne pas y être invité. La stratégie quand même d'Emmanuel Macron interpelle. Voilà, de gagner du temps, de repousser les échéances, c'est pitoyable ce qui se passe en ce moment. C'est du Macron tout craché. Honnêtement, il a fait la même chose en juillet dernier. Quand il a reçu Madame Castet, quand il a reçu toutes les personnalités de la gauche, il leur a dit évidemment ce qu'il voulait entendre, et au final il a nommé Michel Barnier. Donc là il est un petit peu en train de reproduire la même chose. Emmanuel Macron il est un petit peu en train de rouler la gauche dans la farine, et il reprend la main aussi quelque part. Oui, parce qu'il est un peu au centre du jeu, c'est lui qui décide. Il reprend la main, mais à quel prix? Le problème c'est que vous savez, plus longtemps il attendra avant de nommer un Premier ministre, plus la pression elle sera sur les épaules du président de la République. Et ça Emmanuel Macron il l'a bien compris. Le problème c'est qu'il y a une majorité qui est introuvable à l'Assemblée nationale, qu'on voit des délires du passé revenir, l'UMPS, c'est-à-dire qu'on aurait un gouvernement qui va du Parti Socialiste aux Républicains. C'est tout ce que les Français non seulement ne veulent pas, mais à mon avis détestent. C'est-à-dire qu'on aurait le Parti Socialiste qui a fait 1,7% à la présidentielle et les Républicains qui n'ont même pas fait les 5%, le seuil nécessaire pour se faire rembourser sa campagne, qui dirigerait la France. Pour l'instant, Emmanuel Macron dit n'a pas trouvé de socle plus large que celui en place. Maud Bréjon le disait tout à l'heure. Effectivement, pour l'instant, c'est pas... C'est que ça n'existe pas. Imaginez donc, on vient d'avoir le gouvernement le plus à droite depuis Nicolas Sarkozy, le gouvernement de Michel Barnier. Il y avait 12 ministres des Républicains. Les Républicains, parce que Laurent Wauquiez pense à 2027, qu'il veut les sortir du gouvernement, ils accepteraient que les efforts de Bruno Retailleau, de Nicolas Daragon, d'Othmane Nasrou, d'Alexandre Portier soient supprimés pour faire rentrer des socialistes au gouvernement. Honnêtement, c'est lunaire. Honnêtement, c'est complètement lunaire. Je pense que les Français ne s'y retrouvent pas du tout, qu'ils ne comprennent pas du tout la situation, et honnêtement, en tant que journaliste politique, je pense qu'ils sont un peu agacés. Même en tant que journaliste politique, je peux vous dire, il faut s'accrocher, parce que quand on voit que Laurent Wauquiez, veut sortir la droite du gouvernement, je sais pas si on se rend compte, quand on voit, on pourrait faire des concessions à la gauche. Ils ne sont d'accord sur rien. On va en parler de la gauche dans quelques instants, Si la gauche récupère Matignon, que deviendra la loi immigration de Bruno Retailleau? On va longuement parler justement de la posture de cette gauche, notamment du Parti Socialiste, puisqu'Olivier Faure, le secrétaire national du PS, l'a dit, il ne veut pas de François Bayrou, voilà, pour le poste de Premier ministre. Ouais. Bon, ça fait causer en tout cas, tout de suite. Il est 13h43, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45 sur Europe 1. Europe 1, 13h, dernière partie avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Et le suspense qui continue, et oui, qui sera le prochain Premier ministre? D'ici demain, ce sera
plié. Ah bon ? C'est Emmanuel Macron qui nous le promet. Mais à droite comme à gauche, évidemment, chacun pose ses conditions, ses préférences pour ce casting. La dernière en date, c'est celle d'Olivier Faure, secrétaire national du PS et député de Seine-et-Marne. Et bien pour lui, François Bayrou, c'est non. J'ai de l'estime pour François Bayrou. Simplement, il est celui qui a accompagné depuis 7 ans, pas à pas, le Premier ministre. Et ce que nous demandons et ce que les Français veulent, c'est une rupture avec la politique qui a été conduite jusqu'ici. Comment pourrait-on expliquer que nous sommes dans une situation où après 3 votes en 1 mois, européennes, puis 2 tours des législatives, mais est-ce qu'il on serait revient en mesure, à un étant parti un qui a été personnage... sanctionné? On ne peut pas, aujourd'hui, donner comme signal la continuité avec cette année passée. Ça n'est pas possible. Il faut évidemment passer Donc à ça ne autre peut chose. pas être François Bayrou pour vous? Mais ça ne peut pas être François Bayrou. Ça ne peut pas. C'est pas moi qui nomme. Donc peut-être que ce sera lui. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ça n'est évidemment pas le bon choix. Mais François Bayrou, c'est niette, Nathan Devers, pour Olivier Faure. Et pourtant, il semblait incarner la non-censure c'était le qui favori de permettait Nathan à un Devers, d'ailleurs, gouvernement de ne pas avoir le même sort que celui de Michel Barnier. Pour moi, déjà, tout politique aujourd'hui qui emploie l'expression « ce que les Français veulent, c'est » et après qui disent « c'est de faire Ou comme alors je j'aime veux », beaucoup un tel, mais non. mérite d'être disqualifié. Parce que ce que les Français veulent aujourd'hui, c'est précisément, en un sens, rien. Il y a 3 blocs de Français, et l'Assemblée nationale les représente très bien, qui veulent des choses différentes. Les Français ne veulent pas dans la même direction. Partant de là, la représentation nationale, si elle avait vraiment une culture parlementaire, si elle pensait vraiment à l'intérêt général, ce qui est le dernier de ses soucis, elle mettrait de côté ces petits intérêts politiciens qui n'intéressent personne. La question de savoir si monsieur Olivier Faure apprécie ou non François Bayrou, s'il veut bosser avec lui, je crois qu'il n'y a pas un seul Français. C'était le point d'accord que j'avais avec Jules tout à l'heure. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans notre pays. Je crois qu'il n'y a pas un seul Français qui trouve ce sujet intéressant de savoir que dans quelle mesure ils s'entendent bien tous les deux ou ils ont envie de bosser ensemble ou pas. C'est pas un sujet intéressant. Le sujet intéressant aujourd'hui, c'est que si les politiques avaient un minimum d'honneur, ils devraient mettre de côté leurs petites intrigues absolument médiocres et accepter de faire des concessions, accepter de faire des compromis, accepter de sortir par le haut de cette situation où la France est divisée en 3 blocs. C'est ça l'approche gaulienne. Quand la France est divisée, on essaye de prendre de la hauteur. Monsieur Faure ne le fait pas. C'est pas la première fois qu'il refuse de prendre de la hauteur. Je sais pas s'il en est capable. En quelques mots, Jules Torres, les chances du coup de François Bayrou de passer le cut. Ah non, là c'est fini François Bayrou. L'hypothèse François Bayrou est quasiment écartée à 100%. Personne, à part le Rassemblement national, ne donne de signe positif. La gauche, Olivier Faure, on vient de l'entendre, n'en veut pas. La droite n'en veut pas parce que François Bayrou c'est l'adversaire de la droite depuis maintenant 15 ans. Enfin, il faut quand même se rappeler que Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, c'est des gens qui étaient là dans les années 2010-2012. François Bayrou, il a appelé à voter pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012. Ça, c'est quelque chose que ils n'ont pas du tout pardonné. Et la vraie question, et c'est pour ça que toutes ces discussions sur le gouvernement, la vérité, c'est que c'est le Sébastien Lecornu à l'arrivée qui va décrocher la queue du Mickey. Moi, c'est mon hypothèse depuis le début. Mais François Bayrou aujourd'hui, pourquoi pour quel programme qu'est-ce qu'on met en place Est-ce que c'est vraiment différent de dénominateur commun qui ferait la maille, mais et encore une fois, le problème, c'est qu'il n'a que 40 députés. Il ne serait même pas majoritaire dans sa propre majorité. Et pendant ce temps-là, la guerre est déclarée aussi. Vous parliez de petite guéguerre de politiciens. Eh bien, on va écouter justement cette guéguerre au sein du nouveau Front Populaire. Est-ce que la rupture est actée? Il y a Olivier Faure donc et Manuel Bompard. Vous allez les entendre tous les deux. Ils ne sont pas d'accord. Plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Et donc, il devrait comprendre aujourd'hui que sa responsabilité, ce n'est pas simplement d'organiser à chaque fois la résistance, être tout le temps dans je ne veux rien, etc. Non, il faut qu'il soit celui aussi qui avance, qui propose et qui parfois accepte aussi les compromis. Parce que les compromis, moi je ne cherche pas une rupture, je dis simplement que quand je vois qu'il faut avancer, j'avance. Vous actez cette rupture. Et quand eux refusent d'avancer et qu'ils se mettent en retrait et se replient sur eux-mêmes, je leur dis qu'ils commettent une faute. Le nouveau Front Populaire appartient à ses électrices et à ses électeurs. Donc la question, c'est la question de la fidélité aux engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs. Et abandonner notre programme pour aller participer avec une grande coalition avec les macronistes, là je pense que ce serait une rupture avec le programme du nouveau Front Populaire. Bon, Jules Torres, c'est fini, le NFP. Bonne nuit. Ah, honnêtement, vous sous-estimez le plat de lentilles. Vous sous-estimez l'appel non pas de la voiture à cocarde pour le coup, mais l'appel du poste de député, l'appel du poste de maire. Dans 2 ans, il y a des municipales. Oui. La plupart des sortants, LFI n'a pas de ville. La plupart des sortants sont donc écologistes et socialistes, voire même communistes, notamment. J'ai vu que le Boyard se présentait à Villeneuve-Saint-Georges. Absolument. Donc, il va y avoir
un vrai sujet autour des listes de la France Insoumise. Si la gauche ne part pas unie, la France Insoumise, on parlait tout à l'heure des villes de Bordeaux, des villes de Lyon, des villes comme Grenoble, eh bien, la France Insoumise, si elle présentait des candidats, pourrait très bien faire perdre les socialistes et écologistes sortants. Donc il va y avoir ce sujet-là. De même que le président nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de dissolution. Honnêtement, je ne vois pas comment dans les 2 prochaines années on peut avoir cette Assemblée nationale-là. S'il y avait des élections législatives aujourd'hui anticipées et que le Parti socialiste, les écologistes et les insoumis ne partaient pas ensemble, je peux vous dire que c'est la France Insoumise qui donc pour vous, le NFP respire encore. Il est sous assistance respiratoire, son pronostic vital est engagé. Cette gauche a signé en seulement 2 jours un programme qui était le programme de la France Insoumise aux élections législatives. Ça n'a pas dérangé le PS. Donc je peux vous dire que s'il y a l'appel des postes de députés, l'appel des postes de sénateurs et l'appel des postes de maires, ils rentreront dans le rang et NUPES 1, NUPES 2 se reformera et ça fera un NUPES 3. Le NFP, c'est fini, selon vous, Nathan Devers ? Je ne dirais pas forcément fini, je suis d'accord avec pronostic vital engagé. En revanche, non, mais c'est une union qui n'existe pas vraiment, dans la mesure où vous avez d'un côté un parti qui est la France Insoumise, qui est le centre de gravité du NFP, mais dont tout le monde sait qu'ils ne pourront jamais accéder au pouvoir, parce qu'ils ont eu des comportements inqualifiables, parce que problème aussi d'idées, de programmes, etc. Et puis, d'autre part, c'est ça le vrai sujet, un parti socialiste qui est en mort cérébrale, qui refuse de penser. Je vais faire l'éloge un peu de la France Insoumise, mais la France Insoumise a construit un programme qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont pensé, et qu'ils ont construit sur des années. Pas seulement, si vous voulez, dans une sorte de léthargie d'adaptation technocratique au sondage, non. Ils ont réuni des intellectuels, des spécialistes de tous les sujets, Et ils ont construit un programme qui est absolument, on peut le partager, on peut ne pas le partager, mais avec une vision de la société. En face, vous avez un parti socialiste dirigé par quelqu'un comme Olivier Faure, qui n'a jamais produit le moindre concept, la moindre idée, etc., qui refuse de faire une proposition. Tant que le Parti socialiste refusera de penser véritablement la direction dans laquelle il a envie d'emmener la France, tant qu'il refusera de penser sa différence par rapport au nouveau Front populaire, par rapport à la France insoumise, il ne pourra pas, si vous voulez, sortir de cette équation où il est obligé d'être contraint par la France insoumise. C'est un travail de fond, la politique. C'est pas des petites intrigues dignes d'une série politique. Eh ben, enchaînement tout trouvé avec ce qui se joue actuellement du côté du Rassemblement national, puisqu'il ne vous a pas échappé que ce sondage IFOP avec Fiducial pour le Figaro Magazine révèle que Marine Le Pen progresse dans les intentions de vote si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu maintenant. 38%, Jules Torres. C'est un score quasiment historique. Souvenez-vous, il y a 2 ans, au premier tour, elle réalisait 23,15%. Donc là, elle a gagné 15 points. Malgré la motion de censure, le rodéo politique et tout ce qu'on... Et c'est la preuve que non seulement sa base n'a pas été choquée par la motion de censure, sa base n'a pas été choquée par les réquisitions très lourdes pour son procès des assistants parlementaires, où, je le rappelle, elle risque une peine d'inéligibilité avec une exécution provisoire, c'est-à-dire que même en cas d'appel, elle serait empêchée d'être candidate à l'élection présidentielle. Alors, le sujet, pour Marine Le Pen, c'est pas tant le premier tour que le deuxième. Et c'est ce que disent un certain nombre de ses détracteurs, c'est que la motion de censure, elle le paiera dans un accord de second tour, notamment vis-à-vis de l'électorat modéré. Et si jamais c'était pas elle, Jordan Bardella, lui, serait à 34%. C'est l'autre enseignement de cette enquête. C'est que Jordan Bardella ferait 8 points de plus qu'Édouard Philippe si il était candidat face à lui. Donc on parle de quelqu'un de 29 ans qui réalise, il a un score qui est plus élevé que son âge. Donc je sais pas si quand même, on se rend compte, c'est quand même pas tout à fait. C'est quand même pas tout à fait récurrent en politique. Le vrai sujet, c'est que le RN est le parti aujourd'hui qui a le plus intérêt à la démission du président de la République. Bon, ça reste un parti d'opposition et ils incarnent ça. Et à une présidentielle anticipée. Après, c'est pas réglé. Il y a ce second tour. On sait très bien que Marine Le Pen, son vrai sujet, c'est la réserve de voix au second tour. On sait très bien qu'elle a toujours été très performante dans des premiers tours. Mais pour le RN, le sujet, ça va être d'aller chercher l'électorat de la droite modérée qui lui permet de faire 51%. Nathan Devers. Là où je suis le plus circonspect, c'est que ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen est donnée très haute dans un sondage. Ça arrive toujours dans le même contexte. Aussi haut, oui. Mais ça arrive toujours dans le même contexte. C'est un contexte où on ne l'entend pas, où on ne la voit pas, où elle ne fait rien, et où elle monte de la médiocrité de la politique qui s'oppose à elle. C'est le cas aussi pour Jordan Bardella. Qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire que si jamais elle prend la parole ou elle prend le pouvoir, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en effet, dès lors qu'elle rentre en campagne, qu'on l'entend, etc., en tout cas pour l'instant, mécaniquement, il y a toujours eu une baisse de ses sondages, ce qui signifie qu'elle n'a probablement pas une proposition politique qui suscite une adhésion.
que ce qui suscite une adhésion à sa personne ou à son parti ou à Jordan Bardella, c'est la médiocrité de l'offre politique d'en face. Autrement dit, Marine Le Pen se frotte les mains de voir cette situation où on a une classe politique de la France insoumise aux Républicains qui ne pense pas à l'intérêt général, à l'intérêt de la France. Et c'est en cela que vraiment tous les gens qui ont fait un front républicain lors des dernières élections, aujourd'hui, lui font ce cadeau merveilleux que d'exposer aux Français, jour après jour, heure après heure, le spectacle de leur médiocrité morale. Et on en continuera évidemment à en parler de ce sondage ce soir avec Pierre de Villeneuve et toute son équipe dès 19h. Merci beaucoup, Jules Torres. Ça passe trop vite chaque jour. Et demain, on y retourne, 13h. C'était Céline Géraud sur Europe 1 et dès lundi, le grand jeu, le plus beau Noël d'Europe 1 revient. Oui, toute la journée, écoutez votre radio préférée Europe 1 et jouez pour vos proches, votre meilleur ami, votre mère ou alors peut-être l'amour de votre vie. Jouez et gagnez pour eux les plus beaux cadeaux comme un iPhone, une console de jeu, un dîner gastronomique ou encore un voyage de rêve. Envie de participer au jeu le plus beau Noël d'Europe 1? Aucun problème. Inscrivez-vous dès maintenant par SMS en envoyant Noël au 739 21. Noël au 739 21. C'est 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Bonne chance et restez bien avec nous. La suite, c'est avec Christophe Ondelat, 14h-15h. Ondelat raconte. Excellent après-midi.